Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Champ de Vision. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne quasiment tous. Et ce sujet, c'est la bière, ou plus exactement, nous allons parler des coulisses de la bière. Et si ça nous concerne tous, c'est que nous, Français, nous consommons, bon an, mal an, 32 litres de bière par an et par habitant. Mais pour élaborer cette bière, eh bien, il y a un élément indispensable, c'est l'orge de brasserie. Il s'en produit 11 millions de tonnes chaque année dans l'Hexagone. Et sachez que 20% des bières produites dans le monde le sont avec de l'orge de brasserie française. Et oui, ça fait du bien de temps en temps de pousser un petit cocorico sur ces sujets-là, puisque finalement, de temps en temps, on se demande si l'agriculture française est véritablement exportatrice. Mais en matière d'orge de brasserie, oui, elle l'est. Alors, comment concilier la qualité et la quantité? Comment obtenir des variétés qui correspondent aux attentes des brasseurs? Et d'ailleurs, quelles sont les attentes des brasseurs? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Maxime Costille, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes délégué général de Brasseurs de France. Rapidement, Brasseurs de France. Brasseurs de France, c'est le syndicat historique de la brasserie depuis 1878, des brasseries artisanales à toutes les grandes brasseries internationales ou familiales ou historiques que vous connaissez. Donc chez vous, on trouve le petit brasseur et le géant du secteur. Exactement, autour de la même table. Christian Levaux, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes responsable de la caractérisation des orges pour les malteries soufflées. Rapidement, les malteries soufflées, vous pouvez nous les présenter? Oui, malterie soufflet, on est présent sur l'ensemble du monde. Grosso modo, la moitié de la production de malt est faite sur la France. Voilà, et je suis là au titre aussi de Malteurs de France, qui est le syndicat de la malterie. Amélie Gentil, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la sélection des orges d'hiver chez Secobra. C'est quoi Secobra? Alors Secobra veut dire Société d'encouragement à la culture d'orge de brasserie. Donc c'est une société qui a été créée en 1902 et qui avait pour but de promouvoir la culture d'orge destinée à la brasserie. Et Luc Melcé, bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes ingénieur régional d'Arvalis en Bourgogne-Franche-Comté, animateur national de la filière orge de brasserie. L'importance de l'orge de brasserie pour Arvalis? Pour Arvalis, nous avons des programmes d'expérimentation et d'études qui traitent bien sûr de la production, avec toutes les contraintes que peuvent avoir les producteurs pour rentabiliser leurs opérations et produire des orges de qualité pour un aval, puisque l'objectif du producteur, c'est bien de produire pour vendre. Alors, Christian, on va dire que vous êtes clairement, vous, au cœur du réacteur, si je puis dire. Le malteur, c'est la plaque tournante de la filière. D'abord, expliquez-nous rapidement ce qu'est le métier de malteur. Donc, peut-être rappeler ce que c'est que du malt. Du malt, c'est une orge que l'on fait germer et puis on la sèche pour répondre à des cahiers des charges des brasseurs. C'est un process qui se passe en 3 étapes. Une étape de trempe où on va faire augmenter l'humidité de l'orge, et puis après on va faire passer dans un process de germination, donc qui va durer 5 jours, et puis on va le sécher pour arriver à des humidités de l'ordre de 4%, qui va permettre de conserver le malt et de ne pas le détériorer à travers le temps. Donc, métier, je disais plaque tournante, métier indispensable. Sans vous, il n'y a pas de bière. Non, dans toutes les bières aujourd'hui, il y a des orges de brasserie, y compris des bières de blé ou des choses comme ça, où de toute façon il faut apporter du malt d'orge, qui a ces caractéristiques d'apporter des enzymes qui permettent aujourd'hui aux brasseurs de faire de la bière. Alors, est-ce qu'il y a orge et orge en matière de brasserie? Alors c'est vrai que des orges, il y en a plusieurs types, hein. Il y a des orges de printemps, des orges d'hiver. En matière de spécification, on n'attend pas tout à fait la même chose entre des orges de printemps et des orges d'hiver. Donc voilà, hein, des spécificités. Et justement, on reviendra sur les spécificités des orges d'hiver, d'été. Mais globalement, vous avez des attentes particulières en matière d'orge, vous? Nous, la première qualité d'une orge de brasserie, c'est qu'elle germe. Donc on veut des orges qui germent et qui germent toute l'année. Par le passé, on avait des orges qu'on appelait dormantes et qui nécessitaient d'attendre une certaine période pour qu'elles puissent justement rentrer dans des process de germination.
Aujourd'hui, l'ensemble de la sélection nous offre la possibilité d'avoir des orges qui germent toute l'année. Et alors ça se passe comment? Il y a un catalogue en disant voilà, je veux telle orge, telle orge, telle orge, telle orge, ça j'en veux pas, ça j'en prends. Alors la filière est très structurée à travers ce choix variétal. On me parle d'un comité bière malt orge, c'est quoi ça? Oui, donc peut-être juste avant repréciser un petit peu d'où viennent ces orges. En fait, les sélectionneurs aujourd'hui nous produisent des nouvelles variétés qui, dans un premier temps, doivent être inscrites à un catalogue français, puis éventuellement un catalogue communautaire. Et derrière, la filière s'est organisée à travers ce CBMO, donc le comité bière malt orge, qui permet de caractériser et de valider l'aspect qualitatif de ces nouvelles orges. Amélie, vous, votre métier, c'est la sélection. Alors, expliquez-moi d'abord, le cœur de votre métier, c'est quoi? Alors moi, mon but, c'est de créer de nouvelles variétés d'orge. Donc pour ça, il y a 3 choses. Petit 1, les croisements. Donc le but des croisements, ça va être d'utiliser des parents pour créer de la diversité. Un sélectionneur, il va travailler, il va générer un maximum de diversité, et il va sélectionner au sein de cette diversité les variétés les plus intéressantes. Et ça sert à quoi, au final? De sélectionner une nouvelle variété en fonction de quelles attentes En fonction, justement... C'est pour répondre aux attentes de Christian Levaux? Alors, pas que des malteurs. Je dis toujours la meilleure... pas que. La meilleure variété, c'est le meilleur compromis possible pour tous les acteurs de la filière. Donc, un sélectionneur, quand il sélectionne au champ, à la fois, il doit penser aux malteurs, aux brasseurs, aux producteurs. Et alors, aujourd'hui, on me dit qu'il y a une spécificité française en matière d'orge. Alors... Je suis totalement ignorant en la matière, donc je me contente de reprendre ce que Luc Pelcé m'a expliqué quand il m'a fait un cours au téléphone sur l'orge de brasserie. Nous produisons de l'orge à 6 rangs. Alors expliquez-moi ça. Alors, en fait, au niveau de l'épi de l'orge, vous avez différents étages. Et chaque étage, on appelle ça techniquement un épillet. Voilà. Et sur les 2 rangs, il y a donc il y a 3 fleurs. Sur les 2 rangs, les 2 fleurs latérales sont stériles. La fleur centrale est fertile. Donc à chaque niveau, on a 1 x 2, donc 2 rangs. Et pour les 6 rangs, on a les 3 fleurs fertiles, donc 3 x 2, 6. En fait, c'est lié au nombre de grains que vous avez à chaque niveau de l'épi. Et alors, je disais tout à l'heure qu'on était dans les leaders en matière de production, c'est vrai aujourd'hui? Au niveau des sirens brassicoles, c'est une spécificité française. Aujourd'hui, quand vous sortez de la France, les gens n'étudient que les sirens au niveau fourragé. Luc Pelcé, chez Arvelis, mais aussi vous parlez au nom des producteurs. Le métier de producteur aujourd'hui d'orge de brasserie, c'est un métier qui a évolué considérablement ces dernières années? C'est un métier traditionnel pour bon nombre de producteurs, avec des zones qui sont très très bien définies dans la France. La zone Siran hiver brassicole dont on parlait juste avant est une zone plutôt de type zone intermédiaire qui va de la Meuse, Haute-Marne, Côte d'Or jusqu'au Berry, avec des sols qui sont de faible potentialité. Et dans cette région-là, les orges d'hiver Siran brassicole s'en sortent très bien. Dans d'autres régions, comme celle dans laquelle nous sommes en Champagne, par exemple, ce sont plutôt des orges de printemps qui sont cultivées. Dans chacune de ces zones, l'agriculteur ou le producteur que je représente à travers Arvalis cultive une variété ou des variétés. Malheureusement, c'est souvent qu'une variété. Pourquoi malheureusement? Tel que Christian Levaux l'a dit tout à l'heure. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce que les agriculteurs aiment bien ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, par rapport à des risques agroclimatiques essentiellement. Néanmoins, le producteur est tout à fait conscient que son collecteur ne peut pas avoir 3 milliards de cellules pour alloter la variété A, la variété B, la variété C, etc. Donc, en général, il cultive une variété, même si il aimerait en cultiver plus. Aujourd'hui, l'évolution, elle est plus sur le profil agronomique des variétés qui laisse un petit peu à désirer, je le dis comme je le pense, à savoir que les variétés aujourd'hui de la liste brassicole décrite par Christian Levaux sont plutôt des variétés sensibles aux maladies, cryptogamiques. C'est pas vraiment dans l'ambiance générale en termes environnemental, c'est pas non plus extraordinaire en termes de rentabilité économique. Autre problème lié à des bioagresseurs, les orges brassicoles aujourd'hui dans cette fameuse liste et en particulier les sirens hiver sont sensibles à la jaunisse nanisante qui est un virus
qui nous embête beaucoup lorsqu'on est en production, et nous attendons de pied ferme, mais avec optimisme, le travail des sélectionneurs pour nous sortir de cette impasse, et la collaboration avec les malteurs brasseurs qui, sur leur liste du CBMO, finiront par inscrire une ou des variétés tolérantes à ce virus. Bon, si je comprends bien, Amélie, vous avez du boulot là pour répondre à la demande, et c'est facile. Vous entendez les demandes de la production et vous leur proposez des solutions. Ah bah, c'est notre but, hein. Et moi je voudrais juste réagir par rapport à la résistance aux maladies. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos premières générations, on va travailler sur des plantes uniques, sur des lignes. Le premier critère de sélection d'un sélectionneur, ce sont les maladies. Donc on va éliminer en très jeune génération tout ce qui est sensible à l'ensemble des maladies, à l'averse, etc. Donc alors on veut toujours plus, on veut toujours mieux, etc. Mais ce qu'il faut que l'ensemble des personnes se rendent compte, c'est que ce qui arrive à l'inscription, c'est déjà extrêmement sélectionné pour la résistance aux maladies. Et je rappellerai aussi que pour l'inscription officielle, la moitié des essais sont non traités. Et qu'on a un seuil d'inscription. Donc si la maladie, elle est vraiment trop sensible, si la variété, pardon, est vraiment trop sensible aux maladies, elle ne passera pas ce seuil d'inscription. Et il faut combien de temps pour mettre en place une nouvelle variété? Entre le moment où vous commencez sur une feuille blanche en disant voilà ce qu'il faudrait qu'on obtienne, voilà ce qu'attendent les producteurs, voilà ce qu'attendent les transformateurs, voilà ce qu'attendent les industriels, et le moment où la variété existe? Alors le moment où elle est inscrite, alors tout va dépendre, chaque sélectionneur a son schéma de sélection propre. Pour une orge de printemps, on est sur 4-5 ans. Pour une orge d'hiver, on est sur 6-7 ans aujourd'hui. Alors, Maxime, vous êtes au bout du bout de la filière. C'est-à-dire quand ça arrive chez vous, c'est la phase artisanale pour les bières. On voit d'ailleurs beaucoup se développer, hein, les petites brasseries artisanales en France depuis moins d'une dizaine d'années. On est le premier pays de l'Union européenne et le troisième pays dans le monde en nombre de brasseries. Donc au 1er janvier, on est à 2300 brasseries, artisanales et non artisanales. Elles sont aujourd'hui à 98% de brasseries artisanales. Et alors, aujourd'hui, vous devez faire face aux attentes des consommateurs, notamment. Ces attentes, elles sont pas qu'en matière de goût, de saveur et de praticité de consommation. Alors, il y a les attentes consommateurs, puis il y a les attentes brasseurs. C'est-à-dire que c'est souvent les mêmes, mais d'abord, on a un point technique qui est aussi une des raisons de l'existence du CBMO et de le travail qu'on fait en filière. C'est que pour réussir à faire de la bière, il faut des caractéristiques particulières qui sont nécessaires pour le maltage aussi. Et pour qu'on ait une bière à la fin, il faut des orges qui correspondent à des caractéristiques. Donc ça, c'est déjà le premier travail qu'on co-construit tous ensemble et que le producteur a comme belle mission de rentrer dans le carré de tout ce qu'il ne faut pas en termes de protéines, etc. Et de tout ce qu'il faut aussi. Donc ça, c'est notre premier travail. Parce que quand on fait de l'orge, enfin quand on fait de la bière en France, on est obligé de mettre de l'orge de brasserie. Sinon, on peut pas appeler ça de la bière, on peut pas faire de la bière. C'est pas le cas dans tous les pays dans le monde, hein. Il y a de la bière qui sont faites avec d'autres céréales, ou même avec d'autres. Avec éléments. quoi, par exemple? Avec du millet, du riz, voilà, selon les zones géographiques. En France, depuis des centaines d'années, on utilise de l'orge parce que c'est le céréal qui nous apporte les qualités nécessaires à faire de la bière que vous buvez. Et donc c'est cet élément-là. Et après, il y a d'autres éléments d'ingrédients qui sont obligatoires, l'eau, le houblon et la levure. Mais donc c'est, on va dire, la matière première qui est, après l'eau, puisque l'eau est majoritaire, la deuxième et la plus importante, et donc il faut vraiment qu'on gère, parce qu'elle va avoir des impacts sur le temps de filtration, sur plein de choses dans le processus brassicole. Ça, c'est l'élément brasseur, très égoïstement. Et ensuite, on a l'élément consommateur. L'élément consommateur aujourd'hui, on va dire que si on est très simple, il ne sait pas vraiment ce que c'est que du malt. Il sait un peu ce que c'est que de l'orge globalement, mais le différencier avec le reste des autres céréales, c'est quand même un peu compliqué. Donc on a plutôt des attentes générales du consommateur sur de la naturalité, sur de la proximité, sur voilà. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille tous ensemble et on a une chance folle, c'est que on a des producteurs exceptionnels en France. La France est un pays leader sur l'orge de brasserie, sur sa qualité reconnue dans le monde. Donc j'ai envie de dire, on coche extrêmement bien les cases. On a des malteurs leaders mondiaux aussi, même s'ils n'osent pas le dire. Et donc on a une filière très exceptionnelle et on a des semenciers de grand talent aussi, reconnus sur les questions d'orge de brasserie. Donc avec ça, on se réunit tous et on définit les critères
bien sûr les enjeux de baisse de phytosanitaire, de réponse aux enjeux climatiques, et on arrive, je crois, à faire de la bonne bière. Alors c'est vrai, Christian, on va le dire, les malteurs sont quand même les plus méconnus de la filière, quoi. Vous êtes indispensables, mais vous êtes particulièrement silencieux, j'allais dire discret. Ils sont timides. Oui, c'est vrai, on est assez... on se met rarement en avant, mais... Pourtant, si vous n'étiez pas là, on pourrait pas boire notre petit demi en terrasse, comme on le fait depuis quelques semaines maintenant. Bah oui, c'est comme ça. C'est ça la vie. Et alors une de vos préoccupations, c'est de trouver les variétés, vous le disiez un peu tout à l'heure, les variétés qui correspondent le plus aux besoins, aux attentes, etc. Est-ce qu'on peut parler de quête de la variété pure, la variété la plus efficiente ? Oui, donc moi je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Luc tout à l'heure et Amélie, c'est que quand on choisit ou quand on caractérise une variété et qu'on décide de la faire se développer, c'est toujours un compromis, et encore plus dans nos métiers. La brasserie sont des gens exigeants quelque part, et qui nécessitent d'avoir une matière première irréprochable. Et donc il faut un compromis, et le compromis qualité est souvent prédominant sur le compromis agronomique. Sur le compromis agronomique, on va d'abord chercher du rendement et de la productivité pour l'agriculteur. Après, sur les aspects un peu plus abiotiques, ça sera un peu différent. Voilà. Quand on parle de pureté variétale, c'est vrai que on est passé en 30 ans de maltage sur des variétés qui étaient en mélange, où on ne faisait pas de distinction et on n'allotait pas les variétés, on faisait un tas d'orge et on le maltait. Dès qu'on est passé en variété pure, c'est-à-dire que quand on prenait une variété bien identifiée et qu'on la passait en maltage, on était capable d'avoir une répétabilité des spécifications de ce que demande le brasseur beaucoup plus importante que quand on maltait en mélange les variétés. Et tout à l'heure, Maxime, vous parliez des exigences des entreprises. Est-ce qu'elles sont les mêmes pour un grand groupe international ou pour une petite brasserie auvergnate ou savoyarde ? Alors, oui et non. Oui, parce que l'enjeu pour tous, c'est de faire de la bière. Et donc, les critères généraux, quand on est au CBMO, on a des grandes et des petites brasseries, des agriculteurs brasseurs, des brasseurs tout court, je dirais. Et donc, la base de critères est la même. Après, on va avoir une tendance en brasserie artisanale à chercher de la proximité, tant en maltage qu'en production. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est en Champagne, on a des brasseries qui vont vouloir avoir de l'orge spécifiquement du bassin, maltais pas très loin, ça tombe bien. On manque pas de malteurs et de producteurs dans le coin. Ça peut être plus dur dans d'autres zones, hein, quand vous êtes, vous le dites, brasseur en Auvergne. C'est pas la zone principale de production d'orge de brasserie. Donc je vous cache pas que ça c'est un enjeu de filière aujourd'hui. Il y a un peu de retentative de choses. Il y a des malteries artisanales aussi qui ouvrent un peu par-ci par-là. Donc ça c'est cette volonté un peu de proximité. Après, ça reste moindre hein, dans l'enjeu, et c'est un critère qui va venir se rajouter au travail qu'on fait collectivement de ces enjeux de critères. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le métier de brasseur, c'est avec les matières premières que l'on a, que ce soit l'orge, le houblon ou les autres, on doit essayer de refaire la même bière à chaque fois. Quand vous faites un brassin plusieurs fois par semaine, vous avez un sac d'orge, un sac de malt, du houblon, etc. Et ces ingrédients, ce sont des ingrédients qui vont évoluer, puisque ils viennent pas toujours du même champ, ils viennent pas toujours de... Et l'enjeu du brasseur, c'est de réguler, si vous voulez, comme en pâtisserie, des ingrédients, il faut être très précis et il faut se rendre compte en fonction du malt. On peut prendre l'exemple, puisqu'on est en Champagne, des champagnes qui, les bruts sans année, qui chaque année ont quasiment le même goût. C'est la signature gustative de la marque ou de la maison de champagne. Eh ben, c'est le même métier, mais il faut le refaire tous les jours en brasserie. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est que quand vous buvez une bière, vous y êtes attaché devant un match de foot ou ailleurs, en dégustation, et donc vous allez vouloir la racheter. Et le brasseur, il va pouvoir faire, bien sûr, des bières éphémères, des bières de récolte, mais son travail, c'est de refaire sur ces marques-là ou ces bières-là le même produit et que vous vous disiez pas, tiens, c'est bizarre, c'est pas la même bière. Et ça, c'est ça le métier, et c'est pour ça que la régularité, on dit que le mélange est l'ennemi du malteur, le mélange des orges, le mélange des maltes, pour le brasseur, c'est pareil, c'est-à-dire il faut vraiment cet équilibre, et équilibrer en fonction de l'évolution de l'eau, de l'évolution des compositions de l'eau, du malt d'orge ou des autres composants et du houblon. Alors, comment on s'y prend, Christian, pour avoir un malt qui soit équivalent, alors que
la base, c'est un produit naturel, donc par définition un produit changeant. Vous pouvez jouer sur quel levier pour avoir un malt qualité standard pour vous? Alors, le malt standard, je dirais, n'existe pas. On va essayer de se rapprocher de spécifications. Ce qu'il faut savoir, c'est que la variété est quand même le premier indicateur de la qualité du malt, et que c'est quand même très très important de bien caractériser ces variétés et de savoir comment elles vont se comporter au maltage. Donc ça, c'est très important. Le deuxième levier qui est très important, c'est la teneur en protéines. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur la teneur en protéines, il y en a trop, il y en a pas assez, ça va jamais. Et pourquoi? S'il y en a trop, s'il y en a pas assez, ça change quoi? Pardonnez-moi cette question innocente, mais c'est quoi la différence? Quand on n'a pas assez de protéines, le brasseur va pas avoir assez de matière pour faire fonctionner les levures, par exemple, transformer les sucres en alcool. Si on a, nous au maltage, on aime bien ne pas avoir trop de protéines parce que c'est plutôt des orges qui se maltent bien. Par contre, dès qu'on monte dans les protéines, c'est là totalement différent. On peut avoir par exemple des défauts de mousse chez le brasseur. On peut avoir des problèmes de troubles colloïdales à l'intérieur de la bière, donc qui nécessitent aussi chez le brasseur des process qui sont à adapter. On peut se retrouver, nous, à avoir des orges qui peuvent être un peu dures à malter, avec des difficultés de prise d'eau. Je disais tout à l'heure que dans la première étape de maltage, il fallait augmenter l'humidité en eau. Donc globalement, à la récolte, on est à 14% d'humidité. Et pour faire un maltage, on est à 40-42% d'humidité. Quand on se retrouve avec des orges qui sont un peu protéinées, on a beaucoup de mal à faire pénétrer l'eau à cœur. Et du coup, on va se retrouver avec des qualités qui sont un peu plus changeantes. Donc voilà, c'est tout cet aspect-là. Et puis après, aujourd'hui, on a des outils industriels qu'on est capable de maîtriser et d'avoir à l'intérieur de ça tout un tas de mesures. Et comme je dis, de façon très imagée, capable de tourner un petit peu les boutons pour aller vers des spécifications assez standards dans les maltes que l'on nous demande. Et pour que tout ça fonctionne, Amélie, il faut de la recherche. La recherche permanente, c'est une grosse part de l'activité de votre secteur, ça, la recherche? Oui, c'est en permanence. Hein. Le but, si on veut trouver les variétés de demain, c'est de chercher les nouveaux critères, de travailler sur ces nouveaux critères. Donc il y a quand même beaucoup de projets de recherche qui se sont montés dernièrement en orge, donc avec à la fois la recherche publique, les instituts techniques, les malteurs et les brasseurs, où on va à la fois travailler sur des aspects résistance aux maladies, mais aussi sur des aspects qualitatifs. Et là, on parlait de protéines, on a justement un projet qui s'appelle Prosit sur cette qualité des protéines et leur incidence sur le maltage. Et aujourd'hui, c'est ça, les principales préoccupations, les principaux axes de recherche. Luc, par exemple, effectivement, il y a la recherche de protéines, il y a aussi des questions de virus. Oui, les questions de virus dont je parlais tout à l'heure, oui, qui sont très importantes pour les producteurs, à tel point que actuellement, sans ces variétés tolérantes aux virus dont on parle là, on a un désengagement un petit peu en cirant hiver brassicole, et ça fait mal au cœur, je pense à nous tous là, parce que dans cette filière, avec cette spécificité de la cirant hiver brassicole, il nous faut remonter et retrouver de la compétitivité grâce à la génétique et à cette tolérance au virus de la jaunisse nalisante. Et Amélie, on parle de recherche, de combat contre les virus, de recherche sur les protéines. Est-ce que les notions dont on parlait à l'instant avec Maxime Costis sur les attentes environnementales, ça fait aussi partie de vos préoccupations? Je sais pas, moi, par exemple, de l'orge qui soit moins dépendante de l'eau, etc. Exactement. Donc ça fait aussi partie de nos critères de sélection. Donc un sélectionneur, il va d'abord sélectionner sur des maladies, sur les jeunes générations, et puis après on va avoir des essais qui vont être répartis sur l'ensemble de la France, et issus de ces essais, on va récupérer des échantillons qu'on va malter avec différents process, etc. On va justement chercher des variétés qui permettent de diminuer les besoins en eau, en énergie. Et il y a aussi un sujet dont on parle beaucoup sur les culturales, Luc, c'est les produits phyto. Est-ce que quelque part aujourd'hui la logique pour tout ce qui est pour la filière orge, c'est dire on va avoir moins recours, ou en tout cas le moins possible aux produits phytopharmaceutiques? Oui, je vous réponds oui, forcément. Il y a deux raisons au moins qui nous poussent à cela. La première ou la deuxième, je ne sais pas dans quel ordre il faut les donner, mais j'ai mes partenaires malteurs et brasseurs en face de moi qui souhaitent à fine force que aucun résidu ne se retrouve absolument ni dans le malt ni dans l'orge, ce qui est actuellement le cas.
mais il ne faudrait surtout pas que ça puisse arriver. Et puis on est dans Maxime l'a dit, on est dans un contexte sociétal qui veut que le produit soit naturel. Au niveau de la bière, eh bien il faut que l'orge aussi soit la plus naturelle possible et soit gérée avec le moins de produits phytosanitaires possible, oui. Alors on a le problème des produits phytopharmaceutiques, mais Maxime, on a aussi le problème de l'eau, parce que vous le disiez vous-même, hein, pour faire de la bière, il faut de l'eau et il faut des grosses quantités d'eau. On y travaille tous. Bon, faut pas dire que quand on boit de la bière, on boit de l'eau, hein. Non. Je n'ai pas dit ça, mais ça peut. Non, c'est le premier ingrédient, plus de 90%. Mais c'est vrai que non, c'est un élément de travail collectif là sur la brasserie et sur la filière. La question de l'eau, la question de la gestion de l'eau. Il y a des débats majeurs qui sont en cours sur ces sujets-là. Ça, c'est un travail qui existe depuis des années, comme sur les phytosanitaires. Je pense que faut toujours rester humble sur ces sujets, parce qu'on ne sait jamais quel sera le prochain problème pour les producteurs ou pour tous sur les maladies qui arrivent. Mais je crois que le travail a quand même été majeur jusque-là dans cette filière, qu'on a des résultats quand même assez exceptionnels, puisque, tu le rappelais Luc, il n'y a pas de résidus aujourd'hui. On le sait sur tous les tests qu'on fait. On correspond à ces critères du consommateur de naturalité. On fait ça. Après, il faut chaque jour remettre ce qu'on a réussi sur le travail pour continuer, pour aller chercher d'autres défis. Ça, c'est le travail collectif. Et on te regarde tous, Amélie, pour trouver les réponses à toutes ces questions. Amélie doit apporter toutes les réponses pour la filière bière dans les 10 ans à venir. Ouais, vous savez, je vous disais que vous allez avoir du travail. Là, c'est clair. Non, mais elle le sait. Non, mais c'est une blague, mais c'est majeur dans le sens où les enjeux climatiques qui sont majeurs, ils sont importants. Les enjeux de gestion de l'eau, ils sont aussi très importants, et les enjeux maladies. Et après, dernier élément qu'on n'a pas mentionné là, mais qui est important, c'est que là, vous nous voyez tous réunis. On a une filière très soudée qui fonctionne extrêmement bien. Aussi parce qu'il y a un petit détail que n'ont pas d'autres filières céréalières, c'est que le producteur, il faut le convaincre chaque année d'y retourner, parce que l'orge, c'est pas la céréale qu'on va semer tout de suite. C'est pas, on va d'abord semer du blé. Le choix va se faire pour l'agriculteur d'abord sur d'autres choses. Et l'orge, historiquement, c'est un complément ou c'est une interculture. Enfin, c'est une culture qui va. Bien sûr qu'il y a des producteurs ultra convaincus et on fait pour ça. Mais donc, il faut que chaque année, que tous ensemble, on arrive à convaincre nos merveilleux producteurs de continuer à être merveilleux et de continuer à s'engager pour l'orge. Je crois qu'on y arrive quand même globalement, qu'on a quand même de l'enthousiasme dans la filière. Et je pense que c'est quand même un enjeu pour le continuer et qu'on arrive à convaincre le consommateur, nous tous, et le producteur, de bosser tous ensemble avec tous les défis qu'on a. Et comment on arrive à vous convaincre, Luc Pelcé? Comment on arrive à convaincre les producteurs, justement, d'une année sur l'autre, de faire encore plus d'efforts, de faire encore plus appel aux connaissances d'Amélie ou de Christian? Eh bien, on essaye de les convaincre en leur proposant des modes d'emploi de ces variétés, et c'est un des métiers d'Arvalis, et là je reprends ma casquette, je dirais, de chercheur appliqué d'un institut technique, c'est de les aider à produire. Savoir que la variété elle est très productive, savoir que la variété elle est malade, pas malade, ça je dirais que nous sommes nombreux partenaires, coopératives, négociants, services agronomiques, instituts, chambres d'agriculture à le faire. En revanche, la spécificité peut-être d'Arvalis, c'est de proposer un mode d'emploi de ces variétés d'orge brassicole. Quelques exemples peut-être. Le premier exemple qui me vient en tête, parce que c'est une évolution extrêmement récente, le changement climatique et en particulier le réchauffement de nos automnes et de nos hivers, encourage de plus en plus de producteurs, non pas à semer forcément l'orge de printemps au printemps, mais à semer cette orge de printemps en automne, afin d'allonger son cycle. Et puis, on a observé dans nos essais que ces orges-là produisaient plus régulièrement, proposaient des teneurs en protéines plus régulières, des calibrages plus réguliers, et il nous faut trouver le mode d'emploi de ce nouveau style d'orge. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, le mot protéine est souvent cité dans notre métier.
aussi bien par l'aval et l'amont. Maxime a dit, bien sûr que le producteur, il essaye de rentrer dans la fourchette des 9,5, 11,5 de protéines. Et pour cela, Arvalis, en particulier, travaille des outils de pilotage de la fertilisation azotée afin de, au mieux, rentrer dans cette zone du 9,5, 11,5. Par exemple, cette année, nous sommes... sans trahir de secret particulier, sur une trajectoire de potentiel de rendement des orges qui est bonne, voire très bonne. On a le risque d'avoir une dilution de l'azote, de la protéine dans beaucoup de rendements. C'est un risque que nous mesurons peut-être très bientôt, avec des outils de pilotage qui vous permettent en cours de montaison au printemps de dire, eh bien, la plante a faim d'azote, eh bien, j'en rajoute. Certes, je ferai un petit peu plus de rendement, mais je ferai aussi la teneur en protéines qui rentre dans la bonne fourchette des 9,5, 11,5. Donc, quand je dis mode d'emploi, c'est plusieurs éléments, dont ces outils de pilotage dont on parle souvent. Amélie, à l'instant, Luc on a parlé du bouleversement climatique, parce qu'on va pas parler de réchauffement climatique, même si aujourd'hui, du côté de Bétheny en Champagne, il fait quand même très chaud, il va encore faire plus chaud cet après-midi. Ces bouleversements climatiques, c'est aussi une des choses dont vous tenez compte, dont vous allez tenir compte dans les années qui viennent? C'est quelque chose qu'on va constater au champ, dont on tient compte, parce que de toute façon, un sélectionneur, il s'adapte aussi, on s'adapte à la nature, elle évolue, donc on va chercher des variétés qui sont toujours aussi performantes avec les conditions actuelles. Donc je vais prendre un exemple, on va avoir des températures là très chaudes, des fois des fins de cycle avec des périodes de sec, et ben moi on va chercher des variétés qui sont plutôt plus précoces, qui ont un remplissage rapide, pour finalement on maintienne une qualité de grain, etc., un bon remplissage du grain. Et alors comment ça se passe pour rechercher ces variétés? Vous allez loin les chercher, parce que on le sait, hein, Maxime peut en témoigner, la bière c'est quand même le truc qu'on boit le plus dans le monde, avec le thé et le café, et on peut aller dans n'importe quel pays, on trouve de la bière, donc fatalement on trouve quelque part du malt, donc fatalement on trouve de l'orge ou autre chose justement. On peut aller chercher loin de nouvelles variétés. Alors là, on va plutôt parler de ressources génétiques, et je vais prendre l'exemple de la jaunisse nanisante. La tolérance que l'on introgresse aujourd'hui, c'est une variété qui vient d'Éthiopie à l'origine. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que plus on va chercher loin les variétés, et moins elles correspondent à notre cycle de culture en France. Donc le but du sélectionneur, c'est justement d'utiliser ces variétés comme parents, pour ramener cette résistance aux maladies, cette résistance au stress hydrique, etc. Mais après, d'en faire des variétés qui sont adaptées à l'agriculture française quand même. Alors on aura une variété, Luc, qui viendra d'Éthiopie, donc ça c'est... qui est croisée avec une variété qui vient d'Éthiopie. Mais des exemples comme ça, on en a plein. La JNO vient d'Éthiopie, la résistance à la mosaïque vient d'Asie. Donc le sélectionneur, il va aussi chercher ce qui existe dans la nature, naturellement, ou aussi des orges, une nouvelle tolérance à la JNO vient d'orges que vous pouvez voir sur les bords de chemin, par exemple, ce qu'on appelle Hordeum bulbosum, donc qui est apparenté à l'orge cultivée. Donc on va aussi utiliser ces résistances-là. D'où qu'elles viennent, producteurs et preneurs, du moment que la rentabilité de l'opération est intéressante pour lui et qu'il sert l'aval. Et Luc, pardon Maxime, les producteurs, qu'ils soient des industriels, qu'ils soient des petits artisans, ont leur mot à dire là-dessus, ou non, eux, ça se limite à recevoir leur sac de malt et à gérer ça? Vous voulez dire les brasseurs? Oui. Ils ont leur mot à dire parce qu'ils sont autour de la table au CBMO. Donc c'est-à-dire que, alors ils sont pas tous autour de la table, hein, ça ferait une grande table, mais il y a des représentants des grandes entreprises et des petites entreprises qui sont là. Donc on en parle ensemble, on regarde les différents critères, on est d'accord, pas d'accord, on fait des choix ensemble, des choix collectivement, c'est aussi ça une filière, mais on sait où on veut aller, on connaît tous, on est tous d'accord sur la feuille de route et sur les enjeux. Donc après voilà, il y a ça, premier élément. Puis après ils vont demander des choses en plus aux malteurs, parce que là on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de choses dans la bière qui sont liées au malt, à sa torréfaction pour une partie, enfin aux couleurs de malt, à plein de choses. Donc on demande en plus de tout ça pas mal de choses aux malteurs de manière supplémentaire, un peu plus chaque jour, mais ils aiment bien. Et donc du coup, parce que ça vous permet d'avoir une diversité de bières aussi, et que l'apport céréales, l'apport malt, la diversité aussi parfois des céréales, on n'y met pas que de l'orge, on peut mettre du blé pour faire des bières blanches, enfin tout ça c'est des choses que les brasseurs choisissent, puisque c'est eux qui vont faire leurs recettes.
C'est eux qui vont aussi avoir des exigences, par exemple sur des bio, un peu de bio, sur la proximité, enfin tous ces éléments-là. Donc bien sûr qu'ils ont leur mot à dire. Après, il faut aussi avoir conscience, ça fait partie des métiers de brasseur de France, que l'exigence du brasseur à l'instant T, parce qu'elle correspond à l'exigence du consommateur en terrasse maintenant, ça prend un peu de temps. Quand on doit faire une nouvelle variété qui prend 8 ans, quand on a un producteur qui a une année entière pour produire avec des conditions qui varient chaque année, quand on a un malteur qui s'adapte, enfin, il faut voir derrière que ça ne se construit pas en claquant des doigts. Et donc, nous, on a besoin de faire cette pédagogie auprès du brasseur aussi, pour dire, et on le fait tous ensemble, pour dire, l'instant T, c'est bien, on est tous d'accord sur la ligne d'horizon, mais on y va tous ensemble. Christian, ça se passe comment chez les malteurs? Vous avez, j'allais dire, dans votre catalogue des produits standards que vous vendez aux brasseurs, ou est-ce que vous travaillez à façon, on va dire par exemple, un type de malt pour une petite brasserie artisanale bretonne et un autre type de malt pour un grand groupe, allez, on va dire par exemple à Heineken ou Kronenbourg? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la majeure partie de nos malts sont ce qu'on appelle des malts Pilsen, donc du malt qui est présent dans l'ensemble des bières, qui apporte de l'extrait, donc des sucres fermentés cibles et des enzymes. Et après, on a une unité de torréfaction à Pithiviers, qui est unique en France, je crois, oui. J'en suis même sûr, qui permet de fournir des malts qui vont être plus ou moins sucrés, qui vont être plus ou moins colorés, qui vont être jusqu'à des malts café, avec des indices de coloration, alors qui vont peut-être pas vous dire grand-chose, mais en gros, sur un Pilsen, on est autour de 5-6 de couleurs, et puis on va jusqu'à... Ça, 5-6 de couleurs, pourquoi? Parlez-moi comme un enfant de 5 ans, c'est très clair ou très foncé? C'est très clair. Très clair. Jusqu'à des malts café torréfiés qui vont à 1600 ou 2000 de couleurs. Donc vous voyez, entre tout ça, le brasseur nous demande ce qu'il a besoin, donc on est capable de lui produire à façon la couleur dont il a besoin. Alors on va avoir des bières qui vont être claires, des pils normales, et puis vous allez avoir des ambrés, et puis vous allez avoir à l'extrême de la Guinness qui est complètement foncée, dark, voilà. Donc oui, il y a une adaptation de ce point de vue-là. Et puis après, aujourd'hui, beaucoup de petits brasseurs, enfin, j'aime pas dire petits brasseurs, mais mais brasseurs artisanaux, on va dire. Brasseurs artisanaux, voilà, qui nous demandent du maltage à façon parce que à côté de chez eux, ils ont un producteur qui peut leur produire un batch d'orge et puis qui nous les propose en maltage à façon, et donc du coup de la proximité de l'orge à la bière sur ces petits brasseurs. Moi j'étais surpris, Maxime, parce que tout à l'heure vous me disiez, bah oui, mais il y a des régions où on fait de la bière, mais il n'y a pas forcément d'orge produite. Ça veut dire que tout ça c'est juste un peu de marketing? Ah non, pas du tout, c'est pas du marketing, c'est juste qu'il y a des on le disait vous parliez de l'Auvergne, région alors, que vous connaissez bien. Alors, en Auvergne, il y a historiquement une zone de production qui est le Velay. Vous avez raison, mais c'est une zone qui avait été peu cultivée ces dernières années sur de l'orge, parce que c'est une culture compliquée de faire de l'orge de brasserie, faut quand même le redire. Et donc, il y a des zones qui sont moins favorables à ça, qui rendent la tâche encore plus compliquée, parce que la terre, parce que le climat est un peu différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs donc qui vont acheter de l'orge qui va faire 400 km au bout du monde. Hein. C'est un peu exagéré. Donc c'est pas très très loin non plus. Hein. Vous consommez des choses au quotidien qui font un peu plus de kilomètres. Y compris dans la bière d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais sur l'orge, on a une proximité. Après, les brasseurs aujourd'hui sont dans la quête de la proximité très 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 proche. C'est-à-dire l'exemple que vous avez, il y a une brasserie dans le Cantal qui a relancé avec des producteurs, ses voisins, une production d'orge de brasserie dans le Cantal qui est objectivement, je pense qu'il n'y en a pas eu depuis un sacré paquet d'années, si on a déjà eu, parce que vous voyez sur les plateaux c'est pas vraiment adapté. Mais bon, ça a priori ça fonctionne comme dirait l'autre à peu près. Et ensuite il y a un maltage donc il y a un travail qui est fait avec un malteur, et donc ça va être de la bière qui va être faite à partir de cette orge-là. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que la bière, c'est pas une appellation d'origine contrôlée, il n'y a pas d'IGP sur la bière en France, donc il y a une recette, c'est des ingrédients. C'est plutôt de la pâtisserie. Et après, l'enjeu de la proximité, il vient se rajouter à cet enjeu de qualité. Et le premier enjeu, je pense, c'est que la bière soit bonne et qu'ensuite elle soit issue de ces ingrédients naturels et reconnus de cette filière de savoir-faire, et qu'ensuite on fait ce travail
pour les brasseurs artisans comme les grandes brasseries d'ailleurs, enfin les plus grandes brasseries, de rapprochement ou de proximité en approvisionnement. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Il y a une question que je voudrais absolument vous poser. On a parlé de l'environnement, on a parlé de la diminution de l'utilisation du recours aux produits phytosanitaires. Quand on regarde quand même l'empreinte carbone de la bière, on s'aperçoit, et là je parle sous votre contrôle, Luc, que 3/4 des émissions de CO2, c'est au moment du maltage et du brassage. Alors comment on peut diminuer son empreinte carbone, Maxime? Alors, c'est 25% sur la partie amont. Voilà, c'est pas 3/4, mais on a l'enjeu pour collectivement, elle est plus difficile, c'est les 25%. L'enjeu brasseur, c'est l'emballage, particulièrement le transport. Mais je te laisse répondre sur la partie des 25 si tu veux répondre. Non, sur les 25. Non, mais c'est toi qui m'as soufflé le chiffre de 25. Donc et Monsieur Lefebvre l'a traduit en 75. C'est parce qu'on a déjà progressé depuis. Mais vous savez, nous les journalistes, on a tendance à exagérer toujours un peu. Hein. Non, mais c'est-à-dire que M. Lefebvre a pris le négatif de ce que j'avais positivé avec les 25% du côté Donc des c'est producteurs. 25%, c'est pas 75%. Ah ben, la part producteur dans la chaîne, mais c'est Maxime qui m'a donné le chiffre. Je l'ai pas inventé. En fait, c'est 25. Si vous voulez, Alors, sur une bière. Sur une bière, pour faire simple, vous avez 25% qui sont liés à la production agricole et à la transformation, 8% à la production de bière en tant que telle, ce qu'on fait nous, et après, il y a en gros 12-13% sur le transport, et le reste, c'est l'emballage. C'est la bouteille en verre, ça a un petit impact. Donc on travaille tous ensemble sur l'ensemble de ces enjeux. Il y a des solutions qui sont en train d'être travaillées. On n'a pas toutes les réponses, hein. Chaque jour on a des nouveaux défis, donc on répond aux défis collectivement des maladies, on répond, voilà, l'enjeu carbone, c'est quand même un enjeu, on se serait vu il y a 4-5 ans, c'était pas aussi prégnant. L'enjeu de l'eau est un enjeu, on le travaille, donc on est dessus. Tout ça, il y a quand même des efforts considérables. Si vous voulez, sur la consommation d'eau, on a baissé de 50% la consommation d'eau en filière en 50 ans, faut se rendre compte de ce que c'est. Voilà. Mais sur le carbone aujourd'hui, on est en train tous de se poser pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut améliorer ces éléments-là, et on va y arriver. Et si je comprends bien, tout ça, ça marche, Christian, Luc, Amélie, tout ça, c'est parce que, comme le disait Maxime tout à l'heure, vous savez jouer collectif, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les filières. Amélie? C'est primordial, parce que de toute façon, nous, les sélectionneurs, on crée des variétés pour un marché. Donc il faut vraiment que ça réponde aux attentes. Donc ça fait partie des choses que l'on travaille. Et pour répondre sur le bilan carbone, la fertilisation azotée est un des critères très importants. Donc c'est vrai que la variété, la valorisation de l'azote par la variété est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, on va sélectionner des variétés qui, pour un même niveau d'azote, vont produire plus de rendement et du coup avoir un meilleur bilan en carbone. Oui. Luc, la force de la filière, c'est le collectif. Oui, c'est le collectif. Et je vais essayer d'oublier personne, c'est toujours très compliqué dans ces cas-là, mais ça fait de nombreuses années que nous sommes tous autour d'une table de la filière brassicole. Il y a qui? Il y a un sélectionneur, il y a des sélectionneurs, pardon, il y a d'autres sélectionneurs que ces Cobra. Il y a un producteur, des producteurs. Il y a un collecteur, des collecteurs, qu'ils soient coopératives ou négoces. Il y a un ou des malteurs, et les 3 premiers malteurs du monde sont français. Christian, tu l'as pas dit, mais on va le dire quand même. Et puis il y a un et des brasseurs. Et tous ces gens-là sont organisés dans un comité recherche et développement qui a pris son ampleur, qui a pris son organisation il y a environ 3 ans, et dans lequel, si on n'avait pas eu la période Covid, on aurait certainement beaucoup plus avancé dans les recherches à mettre en cours, en chantier. Alors, une dernière question. Maxime, il nous reste un peu plus d'1 minute. Et c'est la question piège, ça. La bière de demain, elle sera comment? Fraîche. Ça, ouais, d'accord. De demain, oui. De demain, ce soir oui. aussi. Non, ça c'est pour tout à l'heure à consommer, je rappelle, avec modération pour faire plaisir au CSA. Non, mais la bière du futur. La bière du futur... Est-ce qu'elle ressemblera à la bière d'il y a 10, 15, 20, 30 ans? C'est une bonne question, à la fois simple et compliquée. Simple parce que la bière d'il y a 30 ans est très très loin de la bière d'aujourd'hui. Elle était très uniforme, elle était très homogène. Aujourd'hui, c'est la diversité, c'est justement par la diversité, et même au fond, je dirais peut-être ne pas refaire tout le temps la même bière qui fait... le 20e, c'était refaire toujours la même bière partout dans le monde, avec des recettes qu'on adaptait pour avoir le même résultat.
On voit au 21e qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire des bières très différentes et que les consommateurs vont chercher la diversité, ils vont chercher de l'originalité et de la dégustation. Ça, c'est la partie, j'ai envie de dire consommateur. Et la partie collective, bah, c'est une bière qui aura répondu à l'ensemble de nos défis et qui permettra à chacun, mais je crois que c'est déjà le cas et j'espère qu'on continuera, à ce que chacun soit fier d'être d'être dans cette filière de ceux qui font la bière et de ceux qui la dégustent. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. J'espère qu'on vous aura fait découvrir cette filière, qu'on aura répondu aussi aux attentes des experts, peut-être, qui nous suivent aujourd'hui. En tout cas, merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Et puis, n'oubliez pas qu'au Cultural, l'agriculture de demain, c'est ici et maintenant. À bientôt.